Hello ho. Et c'est le dernier pêle-mêle qui va enfin rattraper tout le retard que j'avais accumulé. Autant vous dire qu'une fois ce pêle-mêle enregistré, je serai libéré, délivré, et je ne connais plus les paroles. Stop it. Get some help. Ça va me faire du bien. Et du coup, vu que j'ai tout rattrapé, on va faire un pêle-mêle principalement orienté ciné, donc sur les derniers films que j'ai vus, mais aussi on va faire du manga notamment, et des séries. Et on commence par Blink Twice, le premier film réalisé par Zoé Kravitz, et ma foi, ce fut très très sympathique. Je vous donne le synopsis sans trop vous en dévoiler, parce que ça fait partie de ces films où le concept, où l'histoire gagne à ne pas être trop révélée. Ça joue beaucoup sur la surprise, et moi, si j'avais vu le trailer, par exemple la bande-annonce avant, autant vous dire que j'aurais été moins dans l'immersion parce que j'ai l'impression que ça donne tous les éléments narratifs qui vont se produire. Quoi qu'il en soit, nous avons là un thriller psychologique qui raconte l'histoire de Frida, une serveuse de cocktail invitée par un mystérieux milliardaire de la tech. Une escapade que l'on devine plutôt incroyable sur son île privée. Pour elle et son ami qui l'accompagne, c'est une occasion rêvée de voir un peu le quotidien de ces milliardaires, millionnaires, multimillionnaires. Voilà, ça c'est le pitch de base et on va s'arrêter là. J'en ai déjà trop dit. Quoi qu'il en soit, très bon casting. J'ai notamment été particulièrement impressionné par l'actrice principale Naomi Aki qui fait un excellent boulot d'interprétation et de gravitas, que ce soit en termes de performance scénique ou ne serait-ce que par sa présence à l'écran. On sent qu'il y a quelque chose. Clairement, ça m'étonnerait pas que Naomi Aki devienne l'une des actrices phares des années à venir. Pour le film en soi, beaucoup aimé. Il y a pas mal de tension, pas mal de rythme. C'est bien filmé. Vraiment, Zoé Kravitz, très agréablement surpris par sa filmographie, sa manière de mettre en scène les différents éléments. Le message aussi qui est adressé, ça s'enchaîne plutôt bien. On a une pression, on a une ambiance, que c'est un premier jet très très satisfaisant. Je vous le recommande et encore une fois, faites en sorte d'en savoir le moins possible. C'est vraiment un de ces films qui repose sur le concept, qui repose sur la surprise et moins on en sait, mieux c'est. Beetlejuice, la suite du film éponyme. Je l'avais vu il y a très longtemps quand j'étais petit, du coup je l'ai revu. C'est assez drôle et ça m'a un peu réconcilié avec Tim Burton. J'ai pas mal de mal à entrer dans ses films de manière générale. Il a une direction artistique évidemment, il a une patte, mais de manière générale, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Mais le premier Beetlejuice était rigolo et effectivement c'est assez sympa de voir une direction artistique très sombre, très macabre, associée à un style loufoque, un style humoristique un peu pantagruel. Je n'ai aucune idée de ce que ce mot signifie. Et du coup, pour ce deuxième film qui prend place plus de 30 ans après les événements de Beetlejuice, Lydia Ditz, qui est désormais mère, tente de maintenir l'unité de sa famille après une sinistre tragédie. À travers ce drame, on commence à deviner que le retour d'un certain Beetlejuice mettra à mal l'existence, les souvenirs de tout ce beau monde, sachant que Lydia Ditz et sa fille tentent, tant bien que mal, d'avoir une vie de famille qui soit la plus souhaitée possible. Alors évidemment, Michael Keaton fait un boulot toujours aussi magistral en tant que Beetlejuice. Winona Ryder, idem. Jenna Ortega qui joue sa fille, elle n'a plus rien à prouver en termes de présence, en termes de scénique. Et au-delà de ça, ce fut plutôt drôle. Donc on a la patte Tim Burton, donc c'est assez macabre. Monica Bellucci interprète une méchante plutôt convaincante. Et ma foi, c'est un bel hommage au premier film. Ça apporte quelques nouveautés et c'est toujours aussi bien appliqué. On est plutôt bien immergé, on prend plaisir. C'est un divertissement horrifique, très light. Encore une fois, la patte Tim Burton fait merveille, au point que même moi qui suis pas trop dans ce style-là, j'ai pris plaisir à regarder cette suite. Je vous le recommande fortement. Rien d'exceptionnel en soi, mais ça se regarde avec plaisir. Megalopolis de Frank Coppola. Nous nous retrouvons dans une version alternative du XXIe siècle à New York, rebaptisée pour le coup Nouvelle Rome. Alors pourquoi pas. Nous avons un architecte visionnaire nommé César Catilina qui s'oppose au maire corrompu Franklin Cicero. Sachant que Catilina, génie de l'urbanisme, aspire à transformer sa ville en une utopie futuriste qui serait nommée Mégalopolis. Mais il se heurte à toutes sortes de forces critiques venant de la presse, de la politique, mais aussi du peuple. Quoi qu'il en soit, alors ce film a été beaucoup critiqué à sa sortie et je comprends pourquoi. En termes de rythme, c'est assez lent. On a du mal à saisir les messages. Il y a une filigrane, un brin misogyne qui vise à mettre les femmes dans un statut de muse plus ou moins figé. Nous avons les artistes, les créateurs qui sont les hommes, et les femmes qui seraient plutôt des muses, des sources d'inspiration, mais au-delà de ça, pas grand-chose. En tout cas, c'est vraiment ce message-là que j'ai cru lire, ce qui est un peu incongru ou bizarre, vu que Megalopolis est censé, selon donc, le réalisateur Frank Coppola, être un hommage à sa femme. Donc, ouais, ok, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, alors,
Je suis assez d'accord sur les critiques au niveau du rythme, au niveau, du message plus ou moins lourdeau. On sent qu'il y a un bon fond quand même, hein, mais clairement c'est très maladroit. Nonobstant, en termes de filmographie, en termes de mise en scène, de lumière, en termes d'ombrage, c'est quand même très, très sympa de voir ce que peut donner un maître du genre, parce que Coppola est un maître du genre. On rappelle que Apocalypse Now, c'est lui, Le Parrain, c'est lui, il n'a plus rien à prouver, il le sait pertinemment. Du coup, ne serait-ce qu'en termes de visuel, en termes de mise en scène, je pense que ça peut valoir la peine d'être vu, en termes de storyboard aussi, peut-être pour les fans du réalisateur ou les fans de cinéma en soi, parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire, en termes d'écriture, il n'y a pas grand-chose de fondamental, mais bon, vous avez été un peu sévère sur ce film quand même. Un peu. Oh, et j'ai failli oublier un casting très solide, casting 4 étoiles, qui fait toujours plaisir à voir. Pour le coup, Megalopolis, ça y va. Joker, folie à deux. On va d'abord faire le synopsis. 2 ans après avoir assassiné un animateur de talk show en direct, Arthur Fleck est interné dans un hôpital psychiatrique et risque ce faisant la peine de mort. Ici-bas, il fait la rencontre d'une certaine Arlene Lee Quinzel, patiente avec qui il va développer une relation complexe, plus ou moins romancée, plus ou moins idéalisée, explorant les profondeurs de la folie et de l'amour. La folie à deux. Donc, ouh là 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 là. Je serais déjà moins virulent que la plupart des critiques sur ce film, qui est fondamentalement mauvais, malheureusement. Mais sous cela étant dit, il y avait quand même un certain message que j'aurais pu comprendre sur la folie de l'homme, sur l'idéalisation aussi d'une certaine psyché, d'un certain monstre que n'était pas vraisemblablement Arthur Fleck. Ce qui est assez bizarre en soi. J'entends le message, mais en lisant les interviews du réalisateur, on a quand même l'impression qu'il voulait plus ou moins faire un doigt d'honneur à celles et ceux qui avaient idolâtré le Joker du premier film. Et du coup, il prend une décision scénaristique qui, à mon sens, n'a pas vraiment de sens. Mais bon, au-delà de ça, ça sera encore passé si, et seulement si, nous n'avions pas eu une comédie musicale. En soi, comédie musicale, je suis pas fan. Mais il y a quand même des comédies musicales que j'ai adorées. Par exemple, La La Land, non seulement la bande originale est magnifique, mais en termes de scénique, en termes de filmographie, en termes de chorégraphie, il y a quelque chose. Et du coup, c'est superbe. J'ai passé un excellent moment avec La La Land. Mais là, il y a pas ça. Il n'y a pas vraiment de créativité, il n'y a pas d'inspiration, pas grand-chose. Il y a peut-être une chanson plus ou moins. Il y a de l'esprit, il y a du travail, ok, c'était sympa. Et à part ça, rien du tout. Mais même, le problème, outre le manque de mise en scène, le manque d'inspiration, c'est tout simplement que les chansons, je les ai trouvées vraiment fades, très fades, pas du tout intéressantes. Et du coup, ça commence à faire beaucoup là, non? Vous combinez tous ces éléments-là et vous avez malheureusement un désastre. J'ai manqué de dormir à plusieurs reprises parce que j'en pouvais plus en fait. C'est vraiment plein de chansons qui sont pas incroyables et mises en scène de manière pas incroyable, avec un cliffhanger qui laisse dubitatif. C'est quand même fou de voir que ce film, c'est un peu l'opposé, l'antithèse, l'antéchrist du premier Joker. D'un côté, on a objectivement un chef-d'œuvre, et de l'autre, on a quand même un échec flagrant, une catastrophe industrielle. Le robot sauvage. Adapté du roman de Peter Brown, ce film d'animation suit les pérégrinations de Rose, une robot échouée sur une île sauvage peuplée de divers animaux après un crash. Du coup, elle se réveille, un peu affolée, et pour survivre, elle va devoir apprendre à coexister avec ses créatures locales, notamment en adoptant un petit oisillon nommé Jolibec. Et c'est à travers ce petit oiseau qu'elle va finir par adopter des patterns inattendus qui n'étaient absolument pas imbriqués dans sa programmation initiale, sachant que c'est un robot qui hérite de l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle évolutive. Donc, vous voyez où je veux en venir? Elle va finir par développer des émotions inattendues et explorer les profondeurs de l'amour, de l'empathie, mais aussi de la tristesse, de la cruauté, etc., etc. Comment vous dire que j'ai beaucoup aimé ce film? Vraiment un gros coup de cœur. Pour le coup, DreamWorks a fait un travail absolument impeccable, ne serait-ce qu'en termes d'écriture. On prend vraiment un plaisir fou à suivre les aventures de Rose, mais au-delà de ça, il y a un message très beau, très touchant sur la robotique, l'intelligence artificielle, l'évolution que cela pourrait amener dans le futur, si l'IA finit par acquérir une conscience ou un ersatz de conscience. Tout simplement, c'est un message d'amour, de compréhension de l'autre qui fait plaisir à voir en ces temps compliqués, en ces temps sinistres. En termes de direction artistique, c'est magnifique, très belle animation, très beaux effets spéciaux, un très bon casting vocal également. Alors j'aime beaucoup Disney, mais clairement, voir une proposition comme le robot sauvage, ça fait envie de dire à Disney, regardez ce que peut faire votre concurrent. Vous aussi, vous pouvez prendre certains risques. Vous aussi, vous pouvez donner patte libre au réalisateur pour qu'il puisse avoir un éventail de possibilités le plus large possible, plutôt que d'imposer un cahier des charges et tenter de s'entourer de yes men ou de yes women. Ça ne marche pas généralement, mais en tout cas ça marche de moins en moins. Et que dire d'autre? Très belle aventure lyrique que ce robot sauvage. Et peut-être mon film DreamWorks
perso préféré. Oui, c'est à ce point-là. My Hero Academia, you're next. Bon, on va commencer par le synopsis. Après l'arc du traître de l'Uvar, Izuku Midoriya, alias Deku, affronte un vilain qui imite le héros qu'il a toujours admiré, All Might. Avec sa classe, la seconde 1A, Deku va tenter de protéger le monde et stopper Dark Might, cet individu qui se proclame comme le nouveau symbole de la paix. Alors c'est pas le pire film My Hero Academia que j'ai vu, c'était sympathique, mais après, alors à part un film My Hero Academia, je crois que c'est le deuxième, qui était bien rythmé, qui avait un bon Nemesis et surtout des combats intéressants du début à la fin avec une conclusion hyper épique, hyper Sakuga, vraiment incroyable. Les autres films My Hero Academia, quoique le premier j'avais plutôt aimé aussi en termes d'histoire, en termes de proposition scénaristique, on sentait que l'auteur Kohei Horikoshi était assez investi là-dedans. Par contre les autres, clairement je me suis endormi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose à part de l'action et un peu pour rien dire. Celui-ci, on n'en est pas à ce point-là, mais on n'en est pas très loin non plus, c'est quasiment du aussitôt vu, aussitôt oublié. Si vous êtes vraiment un fan invétéré de My Hero Academia, pourquoi pas. Autrement, vous pouvez passer votre chemin, même si les personnages secondaires sont assez intéressants, il y a quand même une certaine évolution, un certain caractère building, mais malheureusement en termes d'imbrication, c'était pas ça en ce qui me concerne. J'ai trouvé que ça manquait de lion, malheureusement. En termes de top 3, c'est peut-être le troisième film My Hero Academia que j'ai aimé, entre guillemets. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Gladiator 2, bon, était-ce vraiment nécessaire de faire une suite? Je ne pense pas. Synopsis, 16 ans après la mort de Maximus Gladius, je crois, l'Empire romain est dirigé par les empereurs tyranniques et jumeaux Caracalla et Geta. Un leader numide asservi arrive à Rome en tant que gladiateur, mettant à l'épreuve les allégeances et cherchant à se venger de l'homme qui l'a privé de la personne qui chérissait du plus profond de son cœur. Oui, il s'agit à nouveau d'une vengeance. Alors, en termes de filmographie, bon bah c'est Ridley Scott, donc les costumes, les décors, casting, tout est plutôt solide de manière générale, même si la direction des actrices et des acteurs laisse à désirer. En revanche, en termes de scénario, eh bien c'est pas incroyable. En fait, si ça avait été un gladiateur qui se déroule, plusieurs décennies après le premier gladiateur et en fait qui a pas vraiment de relation, de lien avec Maximus, pourquoi pas. Mais là, je sais pas pourquoi Ridley Scott voulait absolument lier Gladiator 2 à Gladiator 1 et du coup, il en est même arrivé à introduire de nouveaux éléments scénaristiques. C'était pas du tout dans le premier. Du coup, il a carrément modifié l'histoire. Il a fait un multiverse. Voilà. Et j'ai pas vraiment accroché. J'ai pas trop compris ce désir de changer l'histoire à ce point-là. Et au-delà de ça, j'ai pas trop compris la proposition. J'ai pas trop compris le message. Même en termes de grand spectacle, bon, c'est sympa à voir, mais pas incroyable non plus. Il y a des longueurs. Denzel Washington qui est incroyable en tant qu'acteur. Même lui, bon, il tente de sauver les meubles, mais c'est compliqué. Pascal, pareil. L'acteur principal, bon, il est un peu inexistant, mais pourquoi pas. On a l'impression de voir un blockbuster plus ou moins banal. Et pour du Ridley Scott, ça suffit pas. Même si Ridley Scott, bon, c'est en dents de scie. Je dirais pas que c'est un désastre, une catastrophe, mais clairement, bon, vous pouvez passer votre chemin pour une œuvre aussi monumentale que Gladiator première du nom. Gladiator qui est un des meilleurs films de péplum de l'univers. Bah oui, là pour le coup, bon, c'est pas du niveau Joker Folie à 2, mais bon, pas loin quand même, pas loin. Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood, c'était pas mal du tout. Je vous donne le synopsis. Un futur père de famille sélectionné comme jury dans un procès pour un meurtre très médiatisé réalise qu'il pourrait être le responsable de la mort de la victime. Il se retrouve alors face à un dilemme moral, manipuler le jury pour se protéger ou révéler la vérité. Un des meilleurs Clint Eastwood à mon sens, ne serait-ce qu'en termes d'écriture, en termes de rythmique, le casting aussi est très solide. Il y a une tension permanente, une pression permanente et surtout une sorte de projection à travers le personnage principal où on va forcément se demander ce que nous, on se retrouve face à des sortes de déni moral, des espèces de compromissions qui ne sont évidemment pas satisfaisantes dans ce genre de situation où une personne est décédée. Très belle filmographie, très belle narration, très belle manière de montrer les choses de manière assez simple, assez brute de coffre. Je ne peux que vous recommander ce film si vous aimez évidemment la filmographie de Clint Eastwood, mais aussi si vous souhaitez avoir un aperçu assez profond de la psyché humaine lorsqu'elle se retrouve face à des variables, face à un contexte extrême tel que celui-ci. Qu'aurez-vous fait à sa place? Vaiana 2. 3 ans après ses premières aventures, Vaiana reçoit un appel inattendu de ses ancêtres navigateurs. Elle entreprend alors un voyage vers les confins inexplorés d'Océanie, affrontant des eaux dangereuses et découvrant alors de nouvelles cultures. Je fais partie de ceux qui ont aimé, alors c'est évidemment pas aussi fou que la première aventure, mais clairement, je trouve que les ingrédients sont là, c'est féerique, il y a une évolution du personnage de Vaiana, le folklore est toujours aussi brillamment illustré, c'est drôle, c'est beau. Les nouvelles musiques, alors j'ai cru comprendre que les nouvelles musiques n'avaient pas autant marqué que les premières. En ce qui me concerne, alors oui, effectivement, elles sont moins marquantes que les premières, mais tout de même, les chansons sont plutôt bien composées. Il y en a une en particulier que j'ai trouvé particulièrement bien mise en scène, et ma foi, ce fut une belle proposition, une belle suite. J'ai trouvé qu'elle était pertinente, sachant qu'elle va probablement s'inscrire dans une trilogie. Vaiana Premier du Nom, à son époque, elle a quand même bouleversé beaucoup d'esprits. Non pas qu'il soit incroyable en termes de
risque pris. Mais c'est vrai qu'en termes d'héroïne, Diana se démarque du lot de par son indépendance, sa volonté de liberté, et surtout le fait qu'elle ne soit pas enfermée dans un carcan plus ou moins ancien des princesses Disney avec un prince charmant qui doit la sauver, etc. Et je trouve que là, pour le coup, Diana, il y a encore une évolution, encore un palier qui est franchi, moins que le premier, mais je vous le recommande. Il est essentiel de se faire votre propre avis pour que vous ayez une vibe positive sur tel ou tel Mufasa, le roi lion. Eh bien, agréablement surpris. Je m'attendais vraiment au pire, sachant que le roi lion, donc l'adaptation live du roi lion, j'avais détesté. Les effets spéciaux, je les avais trouvés vraiment catastrophiques. Ça ne collait pas du tout au roi lion donc le dessin animé. Et surtout, en fait, c'était vraiment un pur copier-coller du roi lion. Et je ne comprenais pas où il voulait en venir, en fait. On avait vraiment un copier-coller du dessin animé du roi lion, mais avec des félins qui sont digitaux. C'est pas fou, c'est moche. Après, la réinterprétation des chansons, ça allait, même si bon, la chanson de Scar a été catastrophique, vraiment un échec monumental. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé à ce point. Et du coup, oui, mais Mufasa le roi lion, autant vous dire que je m'attendais vraiment à pas grand chose. Et quelle ne fut pas de surprise que de voir que cette fois-ci, ça a marché en ce qui me concerne. L'histoire est belle, il y a un bel approfondissement des personnages de Mufasa et Scar. On entre donc dans leur jeunesse, hein. C'est la jeunesse de Mufasa, un lionceau orphelin qui est sauvé par un autre jeune lion nommé Taka. Et à partir de là, leur amitié va être mise à l'épreuve lorsqu'une menace, incarnée par un lion blanc, plane sur eux, ce qui va les obliger à confronter leur passé, confronter leurs craintes, confronter leurs peurs et définir ce qu'ils estiment être la loyauté, l'amitié l'un envers l'autre. Clairement, en termes d'histoire, en termes de narration pure, j'ai beaucoup aimé. Il y a une vraie proposition. Au niveau des effets spéciaux, bon bah on aime, on n'aime pas. C'est vrai que c'est compliqué quand même de donner vie à des animaux virtuels. Mais là, j'ai pas ressenti vraiment cette gêne que j'avais pour l'adaptation live du Roi Lion. Peut-être parce que tout simplement je suis entré en affect avec Mufasa, avec Taka notamment. C'est ce que devrait faire Disney à mon sens en fait. Pas forcément faire des adaptations live copier-coller, ça ne sert à rien, mais faire de vraies adaptations ou alors des origin story, des préquels, voilà ce genre de choses où cette fois-ci en termes d'éventail de possibilités, tout est décuplé et tout est possible en termes de créativité notamment. Ils ont déjà montré qu'ils voulaient le faire, hein. Je pense à Cendrillon par exemple, ils ont pris des libertés et c'était très sympa. On n'avait pas ce feeling d'avoir un copier-coller de Cendrillon en dessin animé avec de vraies actrices et de vrais acteurs qu'ils peuvent le faire, ils l'ont déjà prouvé. J'ose espérer que les prochaines adaptations live, notamment Lilo et Stitch, seront plus libres, plus créatives et qu'il y aura de vrais risques parce que clairement le problème de Disney en ce moment, que ce soit avec Marvel ou Disney, c'est l'absence de prise de risque. Il va falloir se bouger Disney, il va falloir se bouger. Sonic 3, beaucoup aimé. De toute façon, Sonic 1 j'ai aimé, Sonic 2 j'ai aimé, Sonic 3 j'ai aimé. C'est très divertissant, c'est très drôle, il y a un très bon rythme, les effets spéciaux sont bien, il y a une très bonne cohésion au niveau des hérissons, hein, que ce soit Sonic, Tails, Knuckles, maintenant Shadow. On prend plaisir à les voir évoluer, à les voir se disputer, se réconcilier. On sent qu'il y a un amour de l'équipe derrière ce film. On sent qu'il y a une volonté de vouloir retranscrire toute la singularité de l'univers Sonic, de son lore. Et évidemment, comment ne pas citer l'incroyable, l'incontournable, l'inéluctable Jim Carrey en Robotnik, toujours aussi convaincant. Clairement, sans Jim Carrey, les films Sonic, ça serait pas la même chose. Non pas que Jim Carrey soit l'alpha et l'oméga des films Sonic, mais bon, c'est l'oméga quoi. L'alpha, c'est la famille Sonic, et l'oméga, c'est Robotnik à travers Jim Carrey. Au niveau des humains, des autres humains, c'est un peu le défaut, c'est un peu le talon d'Achille des films Sonic. Mais là, pour ce troisième opus, bon, bah, j'ai trouvé que c'était quand même relativement léger. C'était pas aussi lourd que notamment le deuxième opus. Et du coup, ça passe encore mieux. Clairement, ce retour de Dr. Robotnik est acclamé. Et Shadow fait plaisir à voir. Hein. Shadow qui est interprété par Keanu Reeves, incroyable. On a Idris Elba en Knuckles, Jim Carrey en Robotnik, Keanu Reeves en Shadow. Mamma mia. Bon, ça c'est Mario, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Captain America Brave New World. C'était sympathique. Donc nous avons Sam Wilson, hein, le nouveau Captain America, qui se retrouve plongé au cœur d'un incident international. Il va devoir démêler les fils d'un complot mondial, pesant notamment sur le nouveau président américain, tout en naviguant dans son nouveau rôle très compliqué de symbole de l'Amérique. Eh bien, j'ai aimé. Alors, c'est clairement pas le meilleur film Marvel, mais j'ai trouvé que Anthony Mackie, donc Sam Wilson, apportait une touche particulièrement singulière et appréciée pour ce nouveau Captain America. Il est clairement différent de Steve Rogers en termes de performance scénique, mais aussi en termes de message qu'il apporte, hein, parce que Sam Wilson n'a pas de super sérum, hein, c'est un être humain comme vous et moi, et du coup, il y a une toute nouvelle perspective, toute nouvelle manière de voir les choses qui est assez intéressante, ne serait-ce qu'en termes de symbolique. J'ai trouvé que ces éléments-là étaient plutôt bien amenés. Au-delà de ça, on a plutôt une bonne alchimie entre Sam et son nouvel acolyte. L'humour n'est pas aussi poussif, aussi lourdeau que dans beaucoup de productions Marvel. Là, j'ai trouvé que c'était bien mieux amené. Probablement grâce à Anthony Mackie, qui est quand même très bon en matière de one-man show. Son impact se ressent. Ça fait plaisir d'avoir un humour qui est vraiment pas poussif, qui est naturel, qui est spontané. Bien sûr, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, notamment sur les méchants secondaires qui sont mal placés, mais globalement,
globalement, pour peu que vous n'ayez pas vu le trailer, parce que le trailer, encore une fois, il montre à peu près tout, et surtout, il est assez mensonger sur la manière dont vont s'abriquer les différents éléments. Moi, je vous recommande de voir aucune bande-annonce, parce que ça fait plus de mal que de bien, hein, généralement, que ce soit en termes de spoilers, mais aussi en termes d'attente. Et ma foi, j'ai été plutôt satisfait de ce nouveau film, d'autant plus qu'il rattache enfin d'anciennes productions au lore, à la timeline de Marvel, hein, au niveau des phases notamment. Je pense à Eternals, qui pendant très longtemps n'était pas du tout évoqué, hein, alors qu'il se passe quand même des dingueries. Au passage, Eternals est un des meilleurs films du MCU, ça méritait une suite. Disney, honte à vous, vous auriez dû laisser la patte libre à nouveau à vos réalisatrices, réalisateurs. C'était la bonne direction à prendre. Malheureusement, face à la salve de critiques injustifiées selon moi, hein, pour Eternals, vous avez choisi de faire marche arrière et faire des films plus ou moins vides de sens, réalisés par des yes men. Voilà, on se retrouve avec Ant-Man 3. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que ce Brave New World est un pas dans la bonne direction. Au niveau des effets spéciaux, bon, parfois ça se voit que vraiment c'est mal intégré, ça manque de temps. En revanche, les chorégraphies sont plutôt bien amenées, ça va, c'est plutôt assez satisfaisant à l'œil. On espère que les prochains films vont être beaucoup plus singuliers, beaucoup plus de prise de risque, comme Eternals, moins de fond vert si possible, et on devrait pouvoir, espérons-le, retrouver un jour l'ancien Marvel. Le MCU à son pic, Infinity War, Endgame, c'est ça qu'on veut. Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, qui est notamment à l'origine de Parasite, un des meilleurs films du monde, tout simplement, voilà. Alors cette fois-ci, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même ampleur. Parasite est clairement plusieurs crans au-dessus. Nonobstant, en termes de filmographie, c'est quand même toujours aussi réussi. Il y a quand même un vrai message, encore une fois, qui est instillé. Ici, on se retrouve en 2054. Mickey s'engage comme expendable dans une colonie spatiale. Grosso modo, c'est un travailleur jetable, cloné après chaque décès pour des missions de recherche très périlleuses. Il va alors découvrir tout ce que cela implique de manière morale, de manière existentielle, au fil de ses réincarnations. C'est plutôt bien amené, ça nous offre une plongée dans la psyché humaine qui est peu ragoûtante mais assez crédible. Il y a pas mal de parallèles aussi qui sont faits avec notre monde à nous et les événements politiques récents. Sans trop en dire, l'écriture va quelque part, c'est solide, c'est cohérent. Robert Pattinson, comme d'habitude, il se débrouille très très bien, hein, dans son rôle. Le casting dans son ensemble est très très bon. Et du coup, je vous le recommande, ne serait-ce parce que c'est un film qui est soigné de A à Z. Alors oui, encore une fois, on n'est pas dans la gravité, on n'est pas dans l'ampleur d'un Parasite, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des films qui sont bien dotés en termes de budget, bien écrits, bien dirigés, qui vont quelque part et qui proposent quelque chose qui amène à voir le monde sous un certain prisme et peut-être à revoir certaines positions morales qu'elle avait par le passé. C'est pour ça que j'aime beaucoup Bong Joon-ho. Il arrive à envoyer des messages, des propositions au travers de situations parfois burlesques, parfois totalement what the fuck, mais qui font sens dans leur univers et qui font surtout merveille, malgré une tension, une pression, une noirceur assez constante. Et enfin, pour clôturer les films, Blanche-Neige et les Sept Nains, l'adaptation live. Alors je vais aller à l'encontre de quasiment toutes les critiques qui ont été faites sur ce film. J'ai plutôt aimé. Je dirais même que c'est une de mes adaptations live préférées, dans la mesure où ils n'ont pas copié-collé le premier film Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en 1937, je crois, ou 1931, je sais plus. Ils ont pris certaines libertés scénaristiques, ils ont modernisé le tout, et du coup on se retrouve avec une proposition de ma foi assez convaincante et une Blanche-Neige qui est moins passive que la première princesse, quand bien même, hein, pour avoir vu Blanche-Neige il n'y a pas si longtemps, je la pensais encore plus passive, mais au final, elle a quand même un certain caractère et elle a quand même une certaine liberté de ton qui fait plaisir à voir, même à l'époque. Mais là, clairement, on sent que c'est plus moderne. Rachel Zegler est impeccable dans son rôle, hein, clairement. Je dirais même qu'elle porte quasiment le film sur ses épaules, en termes d'interprétation, en termes de proposition, en termes d'aura, en termes de présence. Elle est là, elle fait un boulot vraiment impeccable. Et l'actrice de base, tout comme Blanche-Neige, hein, dans ce film, elle n'a pas peur, dans la vie réelle, de dire son avis sur les choses, quand bien même cela pourrait lui causer bien des tracas, que ça soit au sein de Disney ou au sein de Hollywood. Je n'en dirai pas plus. En ce qui concerne les Sept Nains, alors oui, c'est un image de synthèse, mais en ce qui me concerne, franchement, j'ai trouvé que ça allait. Je me suis plutôt attaché à eux. Je dirais même que c'est l'une des forces du film. Donc clairement, j'ai un avis qui n'est pas du tout l'avis de base. Même les chansons, hein, il y a des chansons originales qui sont très très bien écrites, très bien composées, une belle mélodie, de belles chorégraphies, une belle mise en scène. Après, il y a quand même des défauts. Charming, inutile, clairement. Jonathan, je suis désolé, mais voilà, hein, tu sers un peu à rien. Surtout la Reine Maléfique, interprétée par Gal Gadot. Que vous dire, Gal Gadot, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas jouer. Dès qu'il faut partir dans un registre émotionnel, tel que la colère, la tristesse, la cruauté, elle sait pas faire. Du coup, c'est assez catastrophique de voir un rôle quand même très important, hein, c'est un peu la némésis principale, être aussi torpillé par un manque de talent manifeste en matière d'acting. Voilà, c'est dommage. Ça reste une des meilleures adaptations live parce que Rachel Zegler, et parce que enfin ils essaient de sortir de leur moule scénaristique, de leur copier-coller qui clairement ne marche pas. Bon, là en l'occurrence le film n'a pas hyper bien marché, mais il me semble
l'impression qu'il commence quand même à retomber sur ses pattes. C'est la direction qu'il faut prendre Disney, continuer à faire ce genre d'adaptation live avec des nouveautés, qu'elles soient narratives ou artistiques. Je pense que ça devrait mieux se passer. Maintenant que les films sont terminés, passons aux séries. Et on commence par la saison 2 de Squid Game. 3 ans après avoir remporté ses jeux mortels, Seong Ji-hoon décide d'utiliser sa récompense pour traquer et démanteler l'organisation responsable des Squid Games. Avec l'aide de l'officier Wang Jun-ho, il infiltre à nouveau les jeux, mais cette fois-ci avec l'intention ferme de les détruire de l'intérieur. Donc voilà pour le pitch de base, de nouveaux participants bien sûr, de nouvelles épreuves. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que la suite était pertinente, qu'elle n'était pas gratuite, même si, bon, on va pas se mentir, c'est surtout pour gagner de l'argent qu'ils ont fait ça, mais on voit que le showrunner avait quand même de nouvelles propositions à émettre, notamment en termes de Némésis, mais aussi en termes de confrontation, de cette idée de vengeance face à la réalité implacable de ces jeux, et surtout de la mécanique très très solide qui l'entoure, qui est soutenue par des apparatchiks qui ont les moyens de leurs sinistres ambitions. En termes de mise en scène, c'est bien. En termes d'acting, clairement le casting est toujours aussi performant, toujours aussi convaincant. Les nouvelles épreuves sont bien mises en scène, sont bien pensées. Beaucoup de cliffhangers, dont des cliffhangers que je n'attendais pas forcément. Et j'ai hâte de voir la saison 3, même si je pensais que cette saison 2 allait clairement clore l'aventure Squid Game. Non, il y aura une saison 3. Clairement, le concept est très original. Et là, ce qui est bien aussi avec cette saison 2, c'est qu'ils explorent la psyché, les personnages de l'autre côté du spectre, de l'autre côté du plateau, à savoir ces personnes qui organisent les épreuves ou qui font partie de l'organisation. C'est assez intéressant et c'est pour ça que je pense clairement que cette suite a quelque chose à proposer. Il me tarde de voir la saison 3, sachant que le cliffhanger est quand même assez redoutable. Vivement. Slow Horses, la saison 4. Une saison qui dévoile les secrets enfouis de la famille Cartwright, notamment ceux de River, interprété par Jack Lowden. Nous avons un attentat à la bombe à Londres qui met la pression sur une Diana Taverner bien mise à l'épreuve, tandis que River s'inquiète pour son grand-père David, atteint de la maladie d'Alzheimer. Les agents de Slough House se retrouvent alors mêlés à une conspiration très complexe, impliquant des agents doubles et des opérations clandestines qui vont les obliger à naviguer, comme d'habitude, entre loyauté et vérité. C'est Slow Horses, ils ont une recette qui marche impeccablement bien. Gary Oldman, toujours aussi fantastique. Et au-delà de ça, ce qui est génial avec Slow Horses, c'est qu'on a une enquête principale qui est très pesante, une tension continue, mais avec un humour qui fait mouche, un humour british qui fait mouche. C'est assez fou de à la fois rire et à la fois s'inquiéter à juste titre pour les différents protagonistes secondaires et principaux de Slow Horses, sachant que généralement c'est un peu du Game of Thrones, il y en a au moins un qui finit par partir. Et du coup, on est tout le temps aux aguets, même si on a un ton léger, mais avec des morts qui arrivent, une dramaturgie, une gravita qui fait que cet équilibre se retrouve tout de même en termes de divertissement très 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 sympathique à suivre. Saison 4, très bien. La saison 5 sera forcément très bien. Ils ont trouvé vraiment un modèle qui marche du moment que l'histoire soit intéressante à suivre et qu'on ait un minimum de surprises réussies. Silo, les saisons 1 et 2. Dans un futur dystopique, une communauté vit dans un immense silo souterrain, croyant que le monde extérieur est toxique. C'est alors qu'une femme en particulier va finir par s'interroger sur la véracité de ces événements, sachant que cette civilisation souterraine vit là-bas depuis des centenaires, et elle va finir par se demander si ce monde extérieur est aussi dangereux qu'on ne le prétend. Juliette Nichols, notamment interprétée par Rebecca Ferguson, une ingénieure, va se retrouver propulsée à un poste important après la mort mystérieuse de son prédécesseur. Et c'est en enquêtant sur une série de décès suspects qu'elle va alors découvrir des secrets sur la véritable nature du silo et ce monde mystérieusement dangereux qui le surplombe. Beaucoup aimé, j'en avais beaucoup entendu parler et clairement, bonne série avec un très bon concept. Bon, un ancien mieux c'est pour ça que j'ai essayé de pas trop en dire non plus. Un très très bon rythme, une tension permanente. En termes de décor, c'est magnifique. On sent encore une fois la production value de Apple qui rivalise avec celle de HBO. Rebecca Ferguson est incroyable. Je l'ai découvert tardivement dans Dune. Sa palette d'émotions est impeccable. Le casting dans son ensemble est très très bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les différents cliffhangers sont plutôt bien abriqués, bien amenés. Il y a un rythme qui est très fluide. On se retrouve vraiment d'épisode en épisode à vouloir découvrir la vérité sur ce silo, sur le monde extérieur. Et plus on avance, plus on se retrouve face à des révélations incroyables. Clairement, à la fin de la saison 2, autant vous dire que je m'en mords les doigts de ne pas avoir de date pour la saison 3 parce que là, c'est fou furieux. En termes de timeline notamment, on est en train d'avoir un véritable lore qui se construit autour de Silo. Je vous le recommande particulièrement si vous aimez les thrillers post-apocalyptiques. Et on conclut par les mangas avec le tome 23 de Dragon Ball Super qui conclut du coup l'arc super-héros. Très sympa. Alors évidemment, quitte à choisir, j'aurais préféré que Toyotaro et Akira Toriyama n'adaptent pas le film super-héros, vu que il y a un film
film, on sait déjà ce qui va se passer. Cela étant dit, en termes de storyboarding, en termes de planches, en termes de dessin, c'est quand même très sympa à suivre. Il y a de nouvelles scènes, il y a de nouveaux approfondissements qui sont faits, notamment par rapport à Gohan, Piccolo, mais aussi Goten, Trunks, Pan, Gamma 1, Gamma 2. Et du coup, bon, ça reste quand même très très agréable à lire, hein. Franchement, les planches sont magnifiques. On a des doubles pages parfois incroyables, hein, en termes d'intensité, en termes de grand spectacle. C'est vraiment le Dragon Ball épique qu'on aime voir. Et là, du coup, le tome 23, vu que c'est la conclusion de super-héros, autant vous dire qu'on a un gros combat, hein, entre notamment Cell Max et notre équipe de héros, hein, dirigée plus ou moins par Piccolo et Gohan. De beaux événements, une dramaturgie qui surprend, hein. Je m'attendais clairement pas à trouver une certaine gravita dans cet arc-là, sachant que Dragon Ball de base n'est pas réputé pour sa dramaturgie, mais là on en a, et je suis preneur, hein, clairement. Ce qui manque à Dragon Ball pour moi, c'est la dramaturgie, qui n'a pas été émue par le sacrifice de Vegeta, notamment face à Boo. Et un autre gros avantage, hein, de cet arc, c'est d'avoir évidemment mis l'emphase sur Piccolo, surtout Gohan, hein, qui a un beau power-up. Pan a également beaucoup de potentiel, et j'ai hâte de voir le tome 24, hein, qui va donc conclure pour de bon cet arc, et nous apporter quelques indices, peut-être, sur le futur de la série, sachant que malheureusement Akira Toriyama est décédé, mais Toyotaro a indiqué sa volonté de vouloir continuer l'œuvre du maître. En attendant, je vais vous parler des scans. On a eu un one-shot qui est sorti, une sorte de spin-off centré autour de Goten, Trunks et Gohan. Ça traite notamment des super-héros, mais façon Sentai. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la phase de Gohan où il œuvrait à travers la ville en tant que Great Saiyaman, ou Great Saibaman, je ne sais plus. C'était une sorte de super-héros à la Power Rangers, assez ridicule en termes d'accoutrement, en termes de posture, mais très drôle. Et il se trouve que Goten et Trunks sont plutôt fans de ce genre de héros. En très bon one-shot, on retrouve la légèreté, l'humour de Dragon Ball. Ça fait plaisir à voir, et moi j'ai vraiment la ferme conviction que Toyotaro est parvenu à reproduire la patte de Toriyama, tout en ajoutant évidemment sa personnalisation, sa patte à lui, son âme à lui. J'ai bon espoir que la suite de Dragon Ball a été placée entre les bonnes mains. Hajime no Ippo, le tome 138, qui clôture l'affrontement entre Ricardo Martinez et Wally. Ce fut un sacré combat, et clairement Wally est un boxeur exceptionnel, un génie de la boxe, qui met à mal Ricardo Martinez, hein, pourtant champion parmi les champions, légende parmi les légendes. Et comme d'habitude avec Jojo Morikawa, que ce soit en termes de planche, que ce soit en termes d'enjeu, que ce soit en termes de pression, c'est impeccable. Pour moi, je le répéterai autant de fois que nécessaire, Hajime no Ippo est le meilleur manga de sport existant. Il le prouve à nouveau. Il me tarde de voir le prochain tome, sachant que cette fois-ci, on s'aventure pour de nouveaux matchs qui concerneront notamment Ryo Mashiba et un certain Sendo Takeshi. Ah oui, au-delà de ce gros combat, on se retrouve aussi avec Hippo qui évolue lentement vers un retour possible sur le ring, sachant que dans tous les cas, ça sera très compliqué vu que sa copine Kuni déteste la boxe pour des raisons évidentes, hein. C'est un sport, malgré son statut de noble art, qui est très dangereux, qui peut faire de graves blessés, qui peut faire des morts parfois. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Hippo s'était retiré du ring, hein, s'était retiré de la boxe, sa santé. Il me tarde de voir ça. C'est vraiment assez fascinant ce que Morikawa a fait par rapport à son personnage principal. Et il est sur un arc absolument incroyable. Autant vous dire que lorsque le retour se fera, parce que il est quand même évident que ça se fera un jour, ce sera absolument fou furieux. Il y a un message moral, il y a un message de cœur, il y a un message de passion, il y a un message existentiel, c'est fantastique. Au niveau des scans, on se retrouve avec l'un des combats les plus importants et les plus majeurs de tout le manga. Évidemment, je parle des scans, je vais spoiler, attention. Nous nous apprêtons à assister au match entre Ricardo Martinez et Sendo Takeshi, le tigre de Naniwa contre l'empereur parmi les empereurs. Les enjeux sont là, et plus que tout, on ressent une sorte de noirceur, une sorte de tension, une sorte de danger qu'on n'avait encore jamais vu dans l'œuvre, notamment avec ce qui s'est passé sur le précédent match, Mashiba versus Marcus Rosario. On sent que tout est possible, pour le pire et pour le meilleur, notamment parce que Sendo traverse une période très très compliquée et qui va affronter le boxeur le plus puissant de toute l'histoire au sein de la catégorie des poids plumes. Je ne sais pas si je suis prêt à voir ce combat. Sendo, je suis de tout cœur avec toi. Tu es mon personnage préféré après Takamura. One Piece, le tome 109, un des meilleurs tomes de tout One Piece, tout simplement. Pourquoi? Grâce à l'origine story de Bartholomew Kuma, qui est tout simplement bouleversant et montre à quel point ce personnage est impressionnant en termes de stature morale et en termes de résistance, des épreuves parfois très cruelles, très injustes. Et ce que je trouve vraiment très beau avec One Piece, c'est cette capacité de Eiichiro Oda à relier des événements de l'histoire de l'humanité, donc notre histoire dans le monde réel, à l'histoire, à l'univers de One Piece. C'est vraiment fait de manière suffisamment subtile
même pour que ça ne devienne pas trop lourd et pas trop appuyé, pas trop insistant. Vraiment, en termes de plumes, en termes de propositions, en termes de messages, c'est quand même fou ce qu'est parvenu à faire Eiichiro Oda au fil des différents arcs. Là, clairement, l'arc Egghead, ça va être l'un des meilleurs arcs de tout One Piece parce que tout est réuni. Le rythme, pour une fois, est très rapide, très cadencé, ce qu'on avait beaucoup reproché à Oda pour l'arc de Wano notamment, mais aussi l'arc de Dressrosa. Et surtout, on a des enjeux de fou furieux. On a une histoire qui avance à une vitesse grand V, des révélations qui s'annoncent absolument apocalyptiques, des ennemis que l'on n'attendait pas du tout et qui vont se révéler effroyables. Là, vraiment, avec Egghead, plus que Wano, bizarrement, j'ai l'impression qu'on a passé un nouveau cap. On se retrouve avec un équipage de Yonko qui va devoir affronter potentiellement la plus grande menace qui n'ait jamais rencontrée à ce jour. C'est fou furieux ce qui se passe en ce moment sur l'arc Egghead. Quant au scan, on est sur l'arc d'Arbaf et ça commence à s'intensifier sévèrement en matière d'enjeux, notamment avec l'arrivée des God Knights, aussi ce personnage assez incontournable de Loki, le prince géant. Ce qui est très bon avec l'arc d'Alba pour l'heure, c'est qu'il semble mettre en avant de manière assez équilibrée et assez pertinente les différents membres de la Mugiwara Team, là où précédemment on sentait c'était plus Zoro, Sanji, bon voilà, mais c'était pas tous les membres, surtout les personnages que l'on voit pas forcément. Je pense à Nami, je pense à Usopp, je pense aussi à Gilbert, mais aussi Franky. Là, on sent que Oda a à cœur de les mettre au centre de l'intrigue et qu'ils vont avoir un rôle clé à jouer par rapport à tout ce qui va se passer eu égard aux God Knights et l'histoire d'Elbaf. En termes de lore, on va avoir des révélations de fous furieux et ce qui me fait beaucoup plaisir en tant que fan de Franky, notre cyborg préféré, pourrait avoir le rôle le plus important de sa carrière, de son histoire au sein de One Piece. Mais ce n'est qu'une théorie pour le coup, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Et que dire de l'apparition d'un certain protagoniste issu de l'équipage de Gold Roger? Je pense bien évidemment à Yassan et son charisme indubitable. Ça va chauffer dans les chaumières. Boruto tout Blue Vortex au niveau des scans, très sympa. Ça avance toujours aussi rapidement, je trouve, même si bon, l'apparition mensuelle ne fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Tant que ça convient au mangaka, c'est l'essentiel. Ici, en l'occurrence, Miko Ikimoto au dessin, c'est l'essentiel. On se retrouve à explorer la psyché et les dilemmes moraux des entités Shinju à travers une confrontation notamment entre l'équipe de Konohamaru et une partie de l'équipe de Suna, deux entités Shinju qui se retrouvent à se questionner sur leurs émotions naissantes notamment, et c'est vraiment bien écrit. Le leader des entités Shinju notamment est particulièrement intéressant, je dirais même qu'il pourrait être au niveau des plus grands méchants de Naruto, c'est vous dire. Ils tiennent vraiment quelque chose là, avec le lore Otsutsuki et cette émergence de l'humanité au sein de créatures qui de base relevaient plutôt d'un instinct de destruction. On rappelle que les Shinju de base ont pour mission de détruire une planète pour servir de nourriture aux Otsutsuki. Et là, vu qu'on a l'émergence d'une conscience, tout est bouleversé et ça commence à se voir. Il est temps de voir la suite. Sachant que les cliffhangers sont nombreux, et en plus de ça, on a des focus qu'on n'entendait pas forcément par rapport à certains personnages qui font plaisir à voir. Sarada en particulier promet énormément pour la suite et il me tarde de voir ça. Enfin, One Punch Man, les scans, on en est au troisième Rijo, la troisième réécriture de l'arc du village ninja. Et du coup, évidemment, je comprends les lectrices, les lecteurs qui en ont marre, qui ont envie de lâcher temporairement One Punch Man parce que du coup c'est très long. Avec cette troisième réécriture, je pense qu'on a perdu quasiment un an. Quoi qu'il en soit, moi ce que je dis toujours, c'est que la volonté du mangaka, là en l'occurrence celle de Yusuke Murata au dessin et celle de One à l'histoire, sont tout simplement prioritaires. Ça restera prioritaire. S'ils veulent recommencer pour une raison ou une autre l'histoire, eh bien qu'ils le fassent, sachant que dans tous les cas, si vous voulez la version figée dans le marbre, il faut simplement attendre la publication des tomes, et là cette fois-ci vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de réécriture par la suite. Ce qu'on a nous, ce sont des versions temporaires, des brouillons parfois, qui sont mises généreusement, gratuitement en ligne. De base, on ne devrait pas vraiment se plaindre. Je comprends la frustration, mais au-delà de ça, ils font ce qu'ils veulent, et je leur fais pleinement confiance. Surtout que pour ce troisième rejo, cette troisième réécriture, on a un storyboarding qui est quand même clairement plus inspiré et plus maîtrisé que la première version notamment. En soi, la deuxième réécriture, franchement, ça allait. Même si là, c'est vrai que ce troisième rejo, ça revient apparemment au webcomic. En termes d'écriture, en termes de dessin, en termes d'inspiration, tout est bien accordé, ce qui n'était pas forcément le cas de la première version. De la deuxième version, sur certaines planches, c'est vraiment du chipotage, mais Yusuke Murata a toujours été perfectionniste dans l'âme. Ça changera pas, il est comme ça, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles One Punch Man marche autant. En termes de planches, en termes de dessin et en termes de scénario, One est incroyable au niveau d'écriture. C'est un binôme de fou furieux, mon binôme préféré, tout simplement de l'histoire du manga. Je suis persuadé que l'on va avoir du Gucci à la fin. Ici,
Et en l'occurrence, du coup, on se retrouve à nouveau avec Sonic et Flashy Flash qui font face au Tennitu, notamment, dans une optique de bouleverser cette monstrification de l'individu. Blast, notamment, par rapport à son ancien ami, son ancien camarade MT Void, qui est le fondateur du village ninja, espère pouvoir le remettre sur le droit chemin en faisant en sorte qu'il ne soit plus le monstre qu'il est aujourd'hui. C'est très intéressant en termes d'opposition, en termes d'essentialisation. Est-ce que vraiment c'est cette monstrification qui fait l'individu, ou est-ce que l'individu de base est le monstre et cela ne change pas malgré tout? Là, pareil, pour le village ninja, on se retrouve face à des personnes qui ont été conditionnées dès le plus jeune âge à faire preuve d'un manque total d'empathie, de ne penser qu'à la mission, de voir l'autre comme l'ennemi, et Sonic qui dès le départ a toujours eu cette farouche indépendance et cette volonté de faire de son village un lieu où tout un chacun pourrait explorer ses rêves comme il l'entend, ce qui a profondément marqué Flashy Flash, même s'il ne veut pas forcément l'admettre. Donc, en fait, en termes d'écriture, c'est beaucoup plus clair que la première version, et je prends plaisir à revoir ces événements. La substance, la singularité de Saitama, c'est de pouvoir intervenir au parfait moment possible, en termes de cliffhanger, en termes d'histoire, en termes de dramaturgie, ce qui fait la force de One Punch Man notamment, ce qui est toujours réussi, et ce qui sera probablement réussi pour cet arc-là également. Il me tarde aussi de voir Blast, à quel point il a envie de sauver son ancien ami, et à quel point, bien sûr, il est badass, parce que oui, ça reste le héros S numéro 1. Autant vous dire qu'au niveau de ses pouvoirs, ça envoie du très très lourd. Petite édite pour vous parler du tome 31 de One Punch Man qui vient tout juste de sortir. J'ai pris l'édition collector, obviously. Elle est incroyable, hein, une belle couverture couleur alternative. Et en plus de ça, on a un set en carton. On peut soit mettre en sorte de tapis décoratif pour la table de bureau par exemple, ou alors une sorte de décor 3D avec Garou. Quoi qu'il en soit, un très bon tome. Clairement, le meilleur arc du manga à ce jour. Je parle bien sûr de l'arc de l'Association des monstres et de Garou. Ici, on se retrouve avec l'homme le plus fort au monde, à savoir King, qui fait face à l'armada de lieutenants de l'Association des monstres. Et c'est tout simplement incroyablement drôle de voir King tenir bon, faire du bluff jusqu'au bout du bout. Ce qui est assez fascinant avec ce personnage, c'est qu'il a clairement un super pouvoir, le pouvoir de la chance. Il a cette faculté à toujours retomber sur ses pattes et à faire en sorte qu'il ne subisse aucune blessure, aucun coup fatal, aucune disgrâce vis-à-vis de son imposture en tant que héros S. Et c'est tout simplement merveilleux. King, malgré le fait qu'il ne soit pas fort du tout, impressionne de par sa stature et de par sa détermination à faire de son mieux pour sauver ses pairs héros. Et clairement, c'est un plaisir de tout instant et un très bon focus pour ce personnage qui est très apprécié du lectorat de One Punch Man. Au-delà de ça, on se retrouve avec la conclusion du combat incroyable entre Garou et Bang, son sensei. C'est très beau en termes d'art, évidemment, Yusuke Murata n'a plus rien à prouver. Ce combat, en plus d'être bien illustré, s'avère particulièrement touchant en termes de symbolique, en termes de message. Bang, à travers son art martial, tente d'atteindre son élève qui s'est clairement perdu. Il s'estime en partie coupable pour cela, et ce message qu'il envoie à Garou fait clairement écho, à savoir le fait de parfaire son esprit et d'écouter la voix du cœur. C'est une victoire très touchante du professeur sur son élève. Au-delà de ça, c'est un tome magnifique au niveau visuel. Il y a des doubles pages qui sont dantesques. Est-ce qu'on en parle de l'introduction de Dieu face à l'empereur Va-Nu-Pieds, absolument impérial? Ça donne des frissons tellement l'art est réussi. Un autre passage qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr le dialogue entre Saitama et Genos, très touchant, très émouvant, et qui nous montre à quel point Genos, mais aussi Saitama, ont évolué. Saitama, notamment en matière d'humanité, lui qui ne ressentait rien au tout début du tome 1, se retrouve, sans vraiment en avoir conscience, à exprimer, à ressentir de nouveau les émotions d'antan face à son élève malgré lui. C'était juste magnifique, très touchant, et un très bon caractère building et caractère bonding entre Saitama et Genos. Et bien sûr, impossible de ne pas conclure avec ce combat mirifique entre Flash et Flash d'un côté, Platinum Sperm de l'autre, ou Platinoid, je sais plus, et Garou. Ce combat est juste monstrueux et montre à quel point les héros S, les lieutenants de l'association des monstres et Garou ont atteint un niveau stratosphérique. Heureusement que Saitama est dans les parages, parce que sinon ça risque de virer au vinaigre. Et voilà, que dire d'autre? Lisez One Punch Man, c'est un manga vraiment incroyable en termes de narration, en termes de progression, en termes de personnages, et bien sûr au niveau de l'art, on en prend vraiment plein les yeux à tout instant. Il y a des doubles pages, vraiment on a envie de les mettre en poster tellement c'est sidérant. Le storyboarding toujours aussi au top, les perspectives, la fluidité des chorégraphies,
la lisibilité d'ensemble, un chef-d'œuvre et il me tarde de voir le tome 32, sachant que nous n'avons toujours pas atteint le climax de cet arc surpuissant. Et ce pêle-mêle est enfin terminé, j'ai rattrapé tout mon retard, je suis tellement content. Du coup, pour les autres pêle-mêle, tout sera mélangé à nouveau, on aura des mangas, on aura des films, on aura des séries, on aura des jeux vidéo, on aura des animes, on aura de tout, et c'est ce qui fait tout le charme de pêle-mêle à mon sens. À très bientôt, ciao ciao.